sommes très heureux de vous accueillir pour ce dernier side event qui se clôturera par l'apéro de fin de stand du partenariat français de l'eau. Je vais juste faire une toute petite introduction pour présenter donc mes collègues panélistes. Donc Arnaud Courtecuisse de l'agence de l'eau Artois-Picardie. Stéphane Michalon de Aquasur. Michael Siegel du Secours Islamique France. Jean-Marc Leblanc, Solidarité Internationale, et Alain Boinet, Solidarité Internationale. Donc nous allons vous présenter la vision que nous avons du partenariat multi-acteurs sur la réponse aux urgences humanitaires. Nous allons essayer d'articuler cette session autour de 3 temps forts qui reprennent les 3 temps de ce qu'on essaye de porter à l'occasion de ce forum. Donc la préparation et la prévention des catastrophes humanitaires, qui sera illustré par un projet que nous menons avec Aquasur au Bangladesh, où il s'agit d'un stock de contingence visant à mieux préparer les populations à l'arrivée des inondations. Ensuite, nous aurons une présentation du CIF qui porte sur... Non, je suis en train de me tromper. Le deuxième, c'est Solidarité, pardon. Une présentation de Solidarité qui porte sur la réponse à la catastrophe humanitaire. Et puis le CIF sur l'articulation entre l'urgence, la rénovation et le développement. Les catastrophes humanitaires, comme on l'a dit tout à l'heure, elles peuvent être d'origine naturelle, elles peuvent être d'origine créée par l'homme, donc tout ce qui est conflit, déplacement de population, etc. Ou alors elles peuvent être des épidémies. En ce moment, on parle beaucoup d'Ebola, il y a aussi le choléra. Et ce qui fait la catastrophe humanitaire, c'est la conjonction ou l'équation entre l'événement déclencheur, donc le tremblement de terre, le conflit, l'épidémie, l'exposition des populations, divisé par leur capacité ou pas à faire face et à répondre à cette crise. Nous avons organisé, ce groupe multi-acteurs, à l'occasion de ce Forum mondial de l'eau, une session, la session 1.3.1, que vous avez pu suivre lundi dernier. Nous avons essayé au cours de cette session de dégager un certain nombre de messages clés que nous avons confiés à M. Loïc Fauchon, qui a bien voulu nous faire la gentillesse de porter ces messages au sein du panel de haut niveau d'experts sur Water and Disasters. Donc merci beaucoup pour cela. Et il nous fait aussi l'honneur de venir sur ce side event donc pour nous faire un petit, en bon français, un keynote speech, je ne sais pas comment on peut, un discours d'introduction. Donc si vous voulez bien venir, et merci encore. Je parle debout. Mon grand-père disait il y a 2 choses qu'il faut faire debout, parler et mourir. C'était un ancien combattant. Bien, bonsoir à tous. Je suis ici pour chauffer un peu, mais il faut aller très vite puisqu'il y a un coup à boire après. On l'a dit très aimablement, j'essaie depuis un certain nombre d'années de porter la voix de l'action humanitaire dans la communauté de l'eau, avec tous nos amis, et en particulier, en tout cas, dans le Conseil mondial de l'eau. Nous avons besoin que l'action humanitaire soit considérée comme partie importante des politiques de l'eau. Car les désastres, les catastrophes sont des moments où l'homme se trouve en face de la nécessité d'apporter de l'eau, mais aussi d'ailleurs de l'assainissement. Alors, jusqu'à présent, il est vrai, et on me l'a aimablement fait remarquer, et c'est vrai, le panel onusien pour les désastres a un peu négligé, pour ne pas dire beaucoup négligé, la question de la réponse. On s'est beaucoup concentré sur le pré et pas assez sur le post. Et en même temps, on a besoin de la voix, ou en tous les cas du regard des humanitaires, sur le pré, c'est-à-dire la prévention, ce qu'il y a avant la catastrophe et éventuellement pour la prévenir, c'est extrêmement important. Alors, quels sont les messages qu'on a portés ? Je vais essayer d'en dire un certain nombre, mais il y en a quelques autres qu'on n'a pas portés et qu'il faut, à mon avis, porter aussi. Le premier point, c'est d'améliorer l'évaluation. Nous voyons encore sur un certain nombre de
situation humanitaire sérieuse, en tous les cas de catastrophe à l'instant T. Nous voyons encore des évaluations, je dirais sans phare et sans langue de bois, que ce sont des évaluations d'amateurs. Et on en a encore eu, y compris de la part des agences de l'ONU. Et on l'a encore vu assez récemment. Alors il faut professionnaliser l'évaluation. Alors, depuis des années, nous avons, pour différentes raisons, manque de professionnalisme, mais aussi volonté de courir devant les médias, et aussi parfois, il faut le dire, volonté de pouvoir dégager des fonds très rapidement, on dit un peu n'importe quoi. Je me souviens de ce qu'on a dit notamment pendant le grand tsunami sur la question de l'eau. Les médias en Europe ont relayé très fortement un très grand, un potentiel problème d'eau. Et quand on est arrivé sur le terrain, tous, on a pu voir qu'il n'y avait pas, en tous les cas, un problème d'eau important, mais il y avait d'autres problèmes d'alimentation, de médecine et surtout de reconstruction. Deuxième chose, c'est qu'il faut accepter la coordination. Et là, on a encore du chemin à faire. Et je parle en tant que président d'une ONG, là. Je ne parle pas en tant qu'ancien président du Conseil mondial de l'eau. Je préside une ONG depuis 37 ans. J'ai parcouru beaucoup de théâtres humanitaires depuis cette époque. Et notamment ceux qui arrivent aujourd'hui. Et il faut leur faire une place. Il ne faut pas se dire, nous, on est les anciens, les grands, les costauds. Il y a des gens nouveaux qui arrivent sur le théâtre humanitaire. Ils n'ont pas forcément cette expérience. Ils n'ont pas l'habitude d'accepter la coordination. Et vous savez tous comme moi que sur un certain nombre de grands théâtres humanitaires, on envoie un certain nombre faire n'importe quoi, y compris en mettant en danger soit la vie de leurs propres volontaires, soit de ceux que l'on va secourir. Et donc, quelque part, il faut que les organisations humanitaires acceptent de se regarder devant la glace, et je l'ai dit il y a quelques jours, acceptent quelque part aussi l'audit de leur action, comme nous le faisons dans les entreprises, comme nous le faisons dans les collectivités locales. Quatrième chose, les collectivités locales, de mon point de vue, joueront un rôle de plus en plus important, notamment les collectivités locales du Nord, mais aussi celles d'un certain nombre de pays émergents. Je pense au Brésil, par exemple, et d'autant plus concerné qu'il va organiser le prochain forum, joueront un rôle de plus en plus important dans l'action humanitaire. Les collectivités locales ont de grandes capacités. Elles ont des budgets très importants qui avoisinent, mis bout à bout, largement parfois celles des États. Elles ont des équipes techniques extrêmement compétentes et elles ont la capacité à associer au plan local des ONG, des entreprises qui forment toutes ensemble des task forces régionales, des espèces d'alliances locales pour l'humanitaire qui vont, je l'espère, à travers l'Europe, aux États-Unis, dans d'autres pays, bénéficier ou utiliser le 1% loi Oudin, dont on ne dira jamais assez de bien, et pour lequel j'espère pouvoir convaincre le Conseil mondial de l'eau de lancer une très grande campagne l'année prochaine pour essayer d'apporter le 1%, enfin d'inciter un certain nombre de pays à voter une loi de type 1% à travers le monde. Et donc les financements innovants joueront aussi ont un rôle important à jouer dans l'action humanitaire. Enfin, c'est un message qui n'est pas de moi, mais que j'ai porté très volontiers. Il faut lier beaucoup plus étroitement, beaucoup plus professionnellement et demander aux organisations, aux États de l'accepter, de lier le premier secours, la seconde urgence, enfin ce que nous appelons entre nous la seconde urgence, et la reconstruction, qui aujourd'hui font l'objet parfois d'évaluations, d'appréciations séparées, pour ne pas dire des fois même antagonistes. Ça veut dire que nous avons à nous écouter, tous. Ce n'est pas un message destiné simplement aux équipes humanitaires, non, tous. Les collectivités locales, les États, les entreprises, les ONG, qui constituent la voie du premier secours et de la seconde urgence. Aujourd'hui, nous avons besoin de nous mettre autour de la table. Il y a peut-être... pourquoi nous mettre autour de la table? On s'y est déjà mis, mais les choses changent.
le monde évolue. Les questions du secours en eau se modifient significativement et donc nous avons besoin peut-être de faire le point on a sans doute aussi une initiative à prendre dans ce domaine. Enfin, pour terminer, je crois que, je vais le dire, c'est un peu comme une boutade, mais je l'avais dit il y a de nombreuses années à notre ami Kouchner. Je lui avais dit un jour, tu vas finir par arriver avant la catastrophe. Je crois que nous n'avons pas à arriver avant la catastrophe, mais à essayer, je l'ai dit, de la prévenir. Et en même temps de faire mentir Mark Twain, dont j'ai trouvé une citation il y a peu qui m'a beaucoup plu, qui disait il y a plus d'un siècle à peu près, enfin même peut-être un siècle et demi, la catastrophe qui survient n'est jamais celle à laquelle on est préparé. Alors, c'est vrai, c'est toujours vrai, et en même temps, nous devons tous essayer de faire en sorte de le faire mentir. Deux petits points complémentaires, parce qu'il faut quand même parler un peu pour sa paroisse. Je voudrais dire que la Société des eaux de Marseille, puisqu'on est sur le stand français, que je la représente aussi de temps en temps quand même, la Société des eaux de Marseille a développé une petite structure qui s'appelle WaterHelp depuis une vingtaine d'années, a été une des premières entreprises à constituer sa petite task force humanitaire de secours en eau, mais ça nous a amené aussi à nous intéresser aux autres aspects alimentaires, médicaux du secours en eau. Et en cette matière, vous savez que j'essaye de développer un concept, enfin de lancer à l'occasion de ce forum, un concept qui s'appelle la Five Fingers Alliance, les doigts d'une main pour lutter contre le péril du nexus eau, énergie, alimentation. Je ne vais pas recommencer mon cirque sur le nexus, mais en tous les cas, je crois qu'il faut que, et l'humanitaire en donne déjà l'exemple, que l'approche que nous devons avoir est basée sur les 5 doigts d'une main, qu'on prenne l'eau, l'énergie, l'alimentation, la santé, qu'on oublie sans cesse, et bien sûr l'éducation. Et l'action humanitaire en donne l'exemple, parce qu'il n'y a quasiment pas de grande action humanitaire sans construction ou reconstruction d'écoles. Il suffit de voir l'histoire de chaque grande aventure humanitaire. Et puis la deuxième chose que je voulais dire pour conclure, parce que nous sommes pour un certain nombre ici jeunes, mais jeunes depuis déjà assez longtemps, je crois que l'humanitaire, en tous les cas c'est comme ça que nous l'avons vécu, nous dans notre jeunesse, l'humanitaire c'est un moyen formidable, c'est un moment formidable pour s'intéresser à l'eau, pour s'intéresser à l'autre, et que moi j'incite en tous les cas tous les jeunes à venir à l'action internationale par l'intermédiaire de l'action humanitaire. Merci. Merci beaucoup. Alors sans transition, on va attaquer le vif du sujet, donc merci pour cette introduction. Avant cela, un tout petit mot pour signaler ou pour rappeler qu'il existe au sein du partenariat français de l'eau un groupe qui s'appelle Urgence et Humanitaire, si mes souvenirs sont bons, que j'ai le plaisir d'animer avec Alain et Héloïse. Et donc s'il y en a qui sont intéressés, évidemment c'est welcome pour nous rejoindre. Donc nous allons passer aux présentations. Donc on l'a dit, en matière de réponse aux urgences, il faut être prêt. Et on n'est jamais assez prêt. Et donc, une composante majeure de la préparation consiste à avoir des stocks de contingence facilement mobilisables et mobiles sur place. Donc, fort de ce constat, avec Aquasur, Action contre la faim a mené un projet au Bangladesh qui consistait, avec le support de l'équivalent de la protection civile du Bangladesh, à prépositionner ce type de matériel et pour pouvoir répondre rapidement en cas d'urgence. En particulier, là, c'était un risque d'inondation. Donc, projet très, très positif, très intéressant, très bonne illustration aussi du partenariat entre une entreprise privée, une ONG et puis une entité locale, donc la protection civile du Bangladesh. Mais Stéphane, je te laisse développer ça. Donc on parle souvent des partenariats publics-privés. Je vais essayer de vous montrer que dans ce cas-là, ça a bien fonctionné et qu'on avait avec un project manager local, Aurélie, quelqu'un qui nous a permis effectivement d'aboutir. Alors rapidement, Aquasur, on est une société française. On est présent dans un certain nombre de pays de façon plus ou moins ponctuelle. On est très présent au Bangladesh depuis 4 ans. Avec le partenariat dont on va parler, et on est depuis l'année dernière présent au Vietnam.
On travaille bien sûr avec un certain nombre de partenaires et d'interlocuteurs que vous pouvez voir sur sa première slide. Notre produit repose sur une tablette. Si je vous montre ça, vous allez penser que c'est une tablette. En fait, c'est une mini-usine, puisque c'est ça qui nous sert en fait à purifier l'eau. Et si vous regardez ça, vous avez un seau. Un seau, c'est 150 tablettes, c'est 30 mètres cubes d'eau. C'est-à-dire que si on le mettait dans des camions, ça ne tiendrait pas sur le stand ici. On aurait 6 camions de 5 tonnes d'eau. Rapidement, on a donc fabriqué et mis en place une petite usine qui est un kit qui se tient dans une mallette de 50 kg. Donc c'est un kit mobile qui permet effectivement d'accéder dans des zones où, quand il y a 4 mètres d'eau, les moyens de transport terrestre ne peuvent pas accéder. Et c'est à la base de ce kit et de cette mini-usine, de cette tablette, qu'on a construit le kit Aquasur. Et autour de ce kit, on a construit un concept qui est ce qu'on appelle l'Immediate Response Team. C'est donc de former localement dans les villages et ou chez nos partenaires des gens qui sachent utiliser le kit et qui, de façon préparée, puissent répondre dès que la catastrophe arrive à la réponse d'eau potable pour les populations les plus défavorisées. On a mis ça en place donc au Bangladesh. On a travaillé sur ce partenariat privé-public. J'insisterai jamais assez sur le fait que, oui, effectivement, il y a un élément public, la protection civile Bangladesh, c'est les PHE. Il y a une société privée, Aquasur, mais il y a un rôle extrêmement important qui a été tenu par ACF, par la personne localement, Aurélie. Et ce rôle de project manager, hein, de chef de projet, qui a été tenu par ACF pour nous, a été un élément déterminant dans la réussite du projet. Donc je pense qu'il faut avoir effectivement ce partenariat public-privé. Dans un cas comme celui-là, l'humanitaire a joué le rôle de liaison et le rôle moteur, puisque ça a été pour nous un élément déterminant dans la réussite du projet. Je ne sais pas s'il va démarrer, mais normalement vous allez voir un petit film qui montre bien la façon dont se passe notre action dans une situation d'urgence, puisque là on est dans une situation d'inondation. Si le film démarre, il va être plus parlant que ce que je peux vous raconter. Donc là, on a bien vu l'intérêt que pour présenter du matériel prépositionné et des équipes formées pour pouvoir répondre rapidement. Donc peut-être, Michael, tu peux nous expliquer... Pardon, excuse-moi, solidarité, décidément, j'y arriverai jamais. Donc là, en fait, tout à l'heure, on a parlé du rôle des autorités, enfin des autorités locales et du fameux 1%. Donc là, on a un très bon exemple, puisque c'est un projet qui est mené donc, avec l'agence de l'eau Artois-Picardie. Mais je vous laisse présenter ça plus en détail. Oui, merci Julien. Nous allons vous présenter un exemple d'action humanitaire d'urgence dans une approche multi-acteurs aux Philippines au moment du cyclone Haiyan en novembre 2013, dont on a tous entendu parler par les médias, avec les dégâts considérables qui se sont produits à cette occasion. Jean-Marc Leblanc, donc, qui est référent au hygiène assainissement au siège, nous présentera l'action qu'on a menée. Arnaud Courtecuisse, donc, qui est en charge des actions internationales de l'agence Artois-Picardie ensuite, et qui s'est rendu sur le terrain comme partenaire, nous témoignera de ce partenariat. Et puis ensuite, je conclurai brièvement. Je voudrais simplement dire que ce que vous allez voir, c'est le résultat d'un processus qui a commencé il y a 10 ans, au moment du tsunami, quand le gouvernement français demande aux agences de l'eau de faire des partenariats avec les ONG qui travaillaient au Sri Lanka, en Indonésie en particulier, il y a eu la loi Oudin qui a été votée à ce moment-là. C'est-à-dire que le tsunami a été, par chance, un accélérateur de vote de la loi Oudin-Santini, que dans la foulée, il y a eu ce processus qui a conduit à la création du partenariat français sur l'eau, mais aussi de Coalition Eau. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu un moment, il y a 10 ans, où un certain nombre de choses se sont déclenchées. Que ce qu'on va vous faire voir, finalement, c'est le résultat de ces partenariats, de l'expérience de ces partenariats qu'on a réussi à construire, qu'on a réussi à développer. Pendant longtemps, ils ont été seulement dédiés à la reconstruction, la phase de reconstruction dont parlait Loïc Fauchon. Juste après l'urgence, là, on va vous présenter un partenariat dans l'urgence immédiatement après un cyclone, avec 24 partenaires différents. Voilà. Ce que je voudrais dire aussi, c'est qu'il y a eu un processus
qui est parti de Mexico, pour nous, il y a 10 ans, grosso modo, jusqu'à Dagu. Et la question qu'on verra à la fin, c'est finalement, et après, hein, d'ici Brasilia, comment on va continuer à progresser dans le partenariat multi-acteurs. Merci. Je vous passe donc maintenant Jean-Marc. Merci. Bonjour à tous. Donc on va vous présenter un petit peu une réponse multi-acteurs qu'on a réalisée donc, aux Philippines suite au typhon Haiyan. Donc juste pour rappel, voilà. Donc le typhon Haiyan ou Yolanda, hein, donc, qui est survenu sur l'archipel des Philippines en novembre 2013, donc un des plus gros typhons enregistrés avec son lot de désastres, donc plus de 6000 morts, presque 2000 disparus et énormément de personnes affectées. Hein. On parle de 14 millions de personnes affectées, 4 millions de personnes déplacées et d'1 million, voire plus, de maisons détruites ou endommagées. Donc ça, c'était juste pour vous resituer un petit peu les choses. Donc voilà, en image, ce que ça donnait dans une des zones les plus affectées, donc Tacloban ville ou aux alentours, sur l'île de Leyte. Donc énormément de dégâts. Les services de base partiellement, voire totalement détruits dans les premiers moments de la crise. Donc voilà des images que vous avez tous en tête. Mais également des moyens d'existence complètement détruits, donc en l'occurrence les plantations de cocotiers, parce que la noix de coco est, ou en tout cas était, une des principales ressources dans cette région-là. Donc une catastrophe qui impacte énormément donc, la vie de millions de personnes. Donc pour répondre à cette catastrophe, hein, vous voyez c'est assez impressionnant. C'est une des premières fois où on a autant de partenaires, donc aussi bien des collectivités locales françaises, donc agences de l'eau, entreprises également, des fondations, mais également des bailleurs institutionnels et nos donateurs particuliers. Donc au total, plus d'une vingtaine de partenaires qui sont pour la plupart présents à ce forum. Et voici en pourcentage la répartition un petit peu des soutiens financiers dont nous avons pu bénéficier. Donc on remarque que le secteur privé plus les collectivités locales, agences de l'eau, donateurs privés représentent un gros tiers de nos supports et que nos partenaires institutionnels représentent les 2 tiers restants. On a également eu le soutien de plusieurs milliers de donateurs privés. Donc on a mobilisé via une mailing list pour, sur la première phase, ou on va dire la première année de réponse, une somme environnant, même dépassant légèrement les 2 millions d'euros. Ces partenariats, pourquoi? Pour faire quoi? Donc en très résumé, hein, pour aider les gens à retrouver, ou en tout cas pour répondre aux besoins vitaux des populations affectées, donc en fournissant de l'eau potable, en travaillant à la fois dans les écoles, mais aussi dans la ville de Tacloban, mais dans d'autres communautés, en distribuant également des kits de première urgence, des kits d'hygiène, etc. Avec aussi les gens ayant, pour nombre d'entre eux, perdu toute structure d'hébergement, distribution de kits, donc ce qu'on appelle les shelter kits, et avec également une action sur l'assainissement, donc réalisation, réhabilitation de toilettes dans des écoles également, mais aussi dans un deuxième temps réhabilitation de certaines infrastructures
comme les routes, pour pouvoir accéder à différents sites, mais aussi nettoyage de terres agricoles complètement salies par de nombreux débris et en premier lieu les arbres couchés, balayés par la tempête. Et un petit peu à la marge, un travail avec certaines populations en création de jardins communautaires. Pour au total une intervention qui a permis à 150 000 personnes, enfin qui a bénéficié à 150 000 personnes. Donc nous avons eu donc différents partenaires et notamment des fondations qui nous ont à la fois aidés financièrement mais également en dons d'équipements. Donc ici la Fondation Veolia qui nous a fourni une station de traitement de l'eau potable ainsi d'accord, ainsi qu'une personne qui a travaillé avec nous pendant plus d'un mois sur place. Donc un support multiforme, dirais-je, qui nous a permis donc de distribuer de l'eau potable à des milliers de personnes. Donc à la fois en ville à Tacloban, mais également dans certaines communautés avoisinantes. Oui, donc sur la photo précédente, il y avait Arnaud Courtecuisse, donc en visite terrain, donc j'en parlerai un tout petit peu plus tard. Mais c'est vraiment quelque chose de très important, la visite de nos partenaires. Donc je reviendrai sur ça tout à l'heure. Donc la visite également d'un de nos partenaires, en l'occurrence la fondation EDF. Et donc la participation de nos partenaires à notre quotidien, parce que une des leçons que l'on peut retenir de notre côté sur ce partenariat, c'est que encore faut-il qu'on soit transparent et qu'on soit très visible sur ce que l'on fait pour qu'on puisse entraîner avec nous les mêmes partenaires ou d'autres partenaires pour nous aider à répondre à de futures urgences. Donc on remercie l'agence de l'eau Artois Picardie et monsieur Courtecuisse pour sa visite, ainsi que d'autres partenaires. Et une des leçons apprises lors de cette catastrophe, c'est que les premiers à nous avoir aidés, en l'occurrence, c'est le secteur privé qui a été très rapide et très flexible. Donc, comme vous le voyez sur la photo, en mise à disposition de fonds d'équipement, mais aussi de personnel, en plus de nos fonds propres. Donc, c'est vraiment ce qui nous a permis de déclencher notre réponse. Le secteur privé très réactif, car possède une branche humanitaire ou une task force. Donc il y a vraiment une expérience de la réponse à des crises. Mais également parce qu'on avait déjà en amont défini certaines modalités d'intervention et des plans et des stocks de contingence avec ces deux fondations. Donc je pense que c'est également ça qui a permis d'être collectivement très rapide. Mais dans un deuxième temps, les collectivités, agences de l'eau, ont été aussi très réactives, avec au final une aide financière conséquente. Et ce que soulignait Alain, c'était vraiment très important pour nous, notamment parce que pour nous, c'était une première de pouvoir travailler avec les collectivités et les agences de l'eau à ce stade dans une réponse d'urgence. Donc on peut dire que la réactivité a été très bonne à ce moment crucial. Et enfin, on a réussi à obtenir des fonds institutionnels de nos partenaires classiques, mais un peu plus tard. Donc ça, c'est vraiment une première pour nous. Donc de fait plus conséquente, mais dans une troisième phase. Donc en conclusion,
cette réponse multi-partenaire, c'est un peu un cas d'école dans le sens où on peut dire qu'il y a eu très bonne complémentarité entre le public, le privé et les humanitaires. De notre côté, on va chercher à pérenniser nos partenariats. Donc, on est conscient et on souhaite être transparent et offrir de la visibilité en invitant nos partenaires à venir sur le terrain, voir ce qu'on fait. On pense que c'est vraiment à ce moment-là que peuvent se jouer certaines choses. Et on souhaite également continuer à définir en amont des cadres de partenariat qui permettent de définir les modalités d'intervention avec nos différents partenaires. Donc voilà les principales leçons apprises de notre côté. Je vais maintenant passer la parole à Arnaud Courtecuisse. Oui, merci Jean-Marc. Un petit rappel d'abord pour dire que l'aide en fait, des agences de l'eau qui a pu être développée sur cette opération aux Philippines, elle a été dans le cadre de la loi Audin-Santini, qui nous permet de consacrer jusqu'à 1% de nos recettes de redevances pour ce type d'action. Mais surtout insister, puisque Loïc Fauchon a parlé tout à l'heure de la nécessaire coordination, de dire que c'était aussi une coordination des 6 agences pour mettre à disposition en fait, rapidement des fonds à Solidarité Internationale, mais également à d'autres ONG, juste après en fait, le cyclone Yolanda. Donc il y a vraiment une coordination importante des 6 agences. Et je ne le dis pas simplement parce que mes collègues sont ici sur le stand, mais ils le savent, en fait, on travaille de manière très coordonnée entre les 6 agences sur ces questions d'action internationale. Quelques mots sur la mission que j'ai eu la chance en fait, de faire en janvier 2014 avec l'équipe de Solidarité Internationale. Mais j'ai également rencontré les gens d'Action contre la faim sur place. 3 mots pour résumer un petit peu l'intérêt de cette mission, c'était comprendre, témoigner et pérenniser. Comprendre tout d'abord pour voir comment fonctionne une aide d'urgence. Et c'était pour moi très instructif de voir à la fois l'efficacité qu'il y avait des ONG sur place comme Solidarité Internationale avec qui je suis resté une semaine, de voir aussi la coordination entre les différentes ONG qui intervenaient et l'État philippin en fait, qui organisait des réunions très régulières en fait, sur les différents thèmes, accès à l'eau, assainissement, éducation, enfin tous ces thèmes étaient vraiment complètement coordonnés en collaboration avec l'État philippin. Les aspects de sécurité aussi, puisque là aussi, Loïc Fauchon l'a évoqué tout à l'heure, j'étais impressionné de voir comment une équipe sur place eh bien, a vraiment un souci d'avoir des procédures, des protocoles en fait, qui permettent d'assurer la sécurité de l'ensemble des personnes qui travaillent sur la mission. Le deuxième point, c'est le témoignage, parce que évidemment, l'aide d'urgence n'est pas forcément connue dans ses modalités, dans son action, dans son efficacité, déjà par nos membres de comité de bassin ou de conseil d'administration. Donc il était important pour nous, au travers de cette mission, pour l'ensemble des agences, c'est bien d'avoir un rapportage en fait, qui permette de montrer toute l'utilité en fait, de ces actions d'urgence et de montrer du coup aussi l'utilité en fait, pour les agences d'avoir une action en, fait, en matière d'urgence, puisque l'essentiel de notre budget Audin-Santini est souvent consacré plutôt à des opérations d'accès à l'eau, à l'assainissement, non pas en situation d'urgence. Et puis aussi témoigner vis-à-vis du grand public, c'était l'occasion d'intervenir peut-être dans quelques radios, dans quelques journaux à mon retour pour expliquer là encore comment se déroulait une aide d'urgence sur place. Et puis le troisième point, c'est pérenniser. Eh bien, c'est justement s'assurer en fait que dans les années à venir, où il y aura sans doute encore d'autres situations d'urgence liées aussi au changement climatique, eh bien que les 6 agences de l'eau puissent continuer en fait à se mobiliser, à se coordonner en fait pour être présentes et apporter rapidement en fait un soutien financier et peut-être un appui aussi à terme un peu technique sur ces actions d'urgence. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Alain, merci. Un mot pour conclure. Oui, un mot. Donc, merci Arnaud pour ce témoignage. C'est vrai que sur Haïti, de la même manière, on a un partenariat qui fonctionne très bien avec l'agence de l'eau Loire-Bretagne, mais aussi avec le SIAP qui est présent, et avec finalement tous les partenaires qui sont ainsi indiqués. Ce que je voudrais dire, c'est qu'au fond, on a réussi un partenariat multi-acteurs dans une situation d'urgence, alors que jusqu'à présent, on avait travaillé en partenariat surtout sur l'étape de la reconstruction.
Donc ce qui sera intéressant à l'avenir, notamment dans les situations de catastrophe, dans les situations de guerre, c'est un peu plus dangereux et un peu plus difficile, mais en tout cas dans les situations de catastrophe, c'est renouveler ce qu'on a présenté, se poser la question de la deuxième étape, c'est-à-dire celle de la reconstruction, c'est-à-dire qu'en fait on peut très bien avoir un continuum multi-acteurs à la fois sur l'urgence et à la fois sur la reconstruction, qu'on peut articuler avec les mêmes partenaires, indépendamment des bailleurs institutionnels internationaux. Et puis la question qu'on peut se poser, mais je n'ai pas de réponse, c'est le résultat de 10 ans de partenariat que j'évoquais au début. C'est finalement dans les années qui viennent, comment va-t-on progresser ensemble, collectivement, dans des situations comme celle-ci. Le PFE, évidemment, est un vecteur majeur puisque nous nous retrouvons tous au sein du PFE. Les forums sont un bon moyen de rythmer notre progression en réponse aux catastrophes notamment. Et la question, c'est que sera le prochain forum à Brasilia de ce point de vue-là. Mais en tout cas, le PFE, les forums, la World Water Week, enfin tout ça, c'est des éléments structurants qui nous permettent de progresser ensemble. Et franchement, il y a 10 ans, on ne pouvait pas imaginer, quand le gouvernement français a dit aux agences, vous allez vous mettre en partenariat avec des ONG dans les situations d'urgence, c'était, ceux qui l'ont vécu se souviennent de la manière dont ça s'est passé. Aujourd'hui, on est dans des mécanismes bien huilés qui fonctionnent comme on l'a vu. Il est vrai que nous devons faire œuvre de pédagogie et mieux expliquer ce qu'on fait sur le terrain, parce que c'est vrai que ça reste quand même une action importante, mais finalement peu médiatisée. Et des visites comme celle d'Arnaud peuvent vraiment aider à ça. Et je sais que le CIF aussi était très attentif au plaidoyer autour de l'action humanitaire. Et donc, Michael, peut-être que tu peux nous en toucher quelques mots, nous présenter ce que vous avez fait. Bonjour à tous, vous m'entendez? Alors, est-ce qu'il y a la présentation? Alors, je vais parler en anglais tout d'abord parce que j'ai préparé mes notes en anglais et aussi parce que je vais essayer de combler les rangs avec quelques participants anglo-saxons du forum. So, hello everyone, my name is Michael Siegel. I work for Secours Islamique France, which is a French humanitarian NGO. We work in 16 different countries in Asia, Africa, the Middle East, and in Haiti. And we work in water and sanitation, food security, and childhood protection. So I'm going to talk now about the link between rehabilitation and development with a case study of our program in Pakistan in partnership with the United Nations World Food Programme. So here we go. So our project is based in the Thaparkar district in the Sindh region of Pakistan. So you can see it's on the bottom right in the red circle. So it is a semi-desertic area which encounters many droughts, recurrent droughts. So I'm going to talk about the impact of these recurrent droughts on community resilience. First of all, on water and then on food security. So in terms of water, people have very little access to water. They only have access to rainwater during the monsoon season. In the rest of the year, they don't have access to rainwater. In terms of groundwater, most of the groundwater is unsafe for human consumption because of different toxic elements. The little amount of groundwater available is in dug wells, which are very far from villages, and the burden falls very often on women who have to walk very long distances and carry buckets of water. In terms of open-air defecation, it is estimated that 77% of people practice open-air defecation in this area, and only 13% wash their hands with soap after open-air defecation. So basically, there's a high risk of waterborne diseases. In terms of the impact of droughts on food security, basically droughts destroy crops, and so there's a dramatic shortage of food for domestic use, but also for commercial use and for feeding animals. So people have no alternative agriculture like opportunities because of this hostile environment. They have no more income, and so they have to adopt negative coping strategies to be able to buy food. For instance, they have to sell off their livestock, so that's their cattle, their chickens, their goats, to be able to have enough food, enough money just to buy food. But that only gets them barely enough money to buy food. We estimate that
where's my 85% of households do not have enough food to survive the following 15 days. So they have to, and they have to they sell these livestock well below market prices. It's estimated that there's been a drop in prices of 30 to 40%. Other negative coping strategies are contracting loans, so people fall in a vicious circle of debt, and also migration, so they leave and and without any income and any livestock. So basically, the combination of lack of food security and lack of access to safe water, hygiene, and sanitation means that they are less able to face future droughts. And it increases dramatically the rate of undernutrition among children. So a few pictures, that's women fetching water, so to dug wells. But it's not only women, also you have older people, so it's usually the most vulnerable people who are left with this task. So what we did is that we came up with a program, an integrated WASH food security program with the World Food Program, with different activities to fight the underlying causes of malnutrition, which were both lack of food security and lack of access to WASH. So in terms of WASH activities, we promoted harvesting rainwater through the construction of huge communal ponds and smaller household ponds. For example, the communal pond can have 1 million liters of water, and it is aimed to cover the domestic needs of drinking water for a period of 4 to 6 months. We also rehabilitated and protected existing dug wells, and we provided households with biosand filters to treat rainwater. We all know that rainwater has better qualities for consumption than groundwater in this area anyway. And finally, we promoted hand washing, good practice of hand washing, and also the CLTS approach, which is the community lead total sanitation approach to end open air defecation. In terms of food security activities, and that's where the World Food Program comes into the game. They provided us with money to fund unconditional cash grants for the most vulnerable, so that they can buy food, but also cash for work. So the people who built the communal and household ponds, by building these ponds, they got money to enable them to buy food. And also there was cash for training. So for instance, people could follow training on nutrition, get cash, and then buy some food. We also provided goats to the highly vulnerable families. So that's people with disabilities, female-headed households, older people. We also trained 6 communal vets, because basically there's a high incidence of animal diseases in this area linked to droughts, and so it was really necessary to train communal vets, and also to set up veterinary health camps to provide vaccination and deworming campaigns to treat sick animals and also to enhance production. But we also trained women with embroidery, sewing, and stitching skills, so that they could develop other skills and sell off products to earn money and be less dependent on activities which depend on access to water. And finally, we put into place nutrition sessions to best practices in terms of nutrition, but also to identify children who are victim of malnutrition and refer them to more local NGOs who can really monitor their health. So just a few pictures, if this works. So that's a big communal rainwater pond. So you can see people constructing it. That's when it's finished. And that's during the raining season, basically how it gets filled up. So it's massive. In terms of the household rainwater ponds, they're much smaller. So there you've got a few workers who were basically funded by the World Food Program. And that's when they're finished, with the village behind. And a few more. Rehabilitated dug wells. So you've got also water for goats, as you can see, and in the middle is water for domestic consumption.
And so basically, this combination of food security and access to water has enabled access to. Let me check how many people. Where it's over like 4,500 people were able to access water, and so we were not only able to meet the needs, the immediate needs in terms of food and water, but we were able to build community resilience to future droughts, because the communal ponds, for instance, or household ponds, enables people to store enough water to meet their needs in terms of droughts. And also skill-based training programs, provision of livestock, and cash-based programming enables to give them a safety net for later. I'm going to finish on a more negative note. However, because of climate change, there's less and less water during the rainy season, and so we are collecting less water than envisioned in our ponds. So for the moment, it's a viable solution, but it will soon no longer be a viable solution, and we'll have to come up with something else. Hence the importance for water to be at the center of the conference on climate in Paris at the end of the year. There we go, and thank you. So should we continue in English, or? Because me too, I can speak English. Not with your perfect Oxford accent, but I can try. So this is just to show you that humanitarian actors today are really professional, and they do not work alone. They work in partnership with the private sector, with public agencies. There will be questions from the room and the small discussions. But maybe before that, I would like to ask maybe Arnaud, why do you think that this multi-stakeholder approach is important? I think, first of all, there is a need to pool some finance in order to provide to the actors that are on the field to get enough money to start the operation. And then I think the fact also that you have some multi-actors, it provides a more open visions on the actions that can be implemented on the ground, and we learn it from each other. So I think it's quite interesting to have this multi-disciplinary and multi-actors approach. For a private company, what is your interest or your view on it? I would just come back on the very first stage, let's say, of developing our kits and tablets. We have done this through feedbacks from Solidarité, from ACF, trying our kits on the ground during catastrophe or emergency situations. So it was for us a very good partnership that we had. You know, we improved our tablet. We had first a small turbidity tablet. Now we have all turbidity tablets because we had this feedback from emergency cases. So for us, it was really going through experience that we have improved our kits and our technology, and so thanks for that. This is also something very important. We always try to learn by doing and to learn from our mistakes. And of course, we know that in the past there were several issues regarding lack of coordination, overlapping of actors, etc. So humanitarian actors are very concerned about evaluation, complaint mechanism, feedback from the beneficiaries. So we try to improve our action. Maybe Michael, you want to say a word about it? Just about the multi-stakeholder approach. I mean, in terms of it was really important for us to have the support of local NGOs, for instance, in this project, because we only do food security and wash. We don't do the nutrition, following the health aspect. So it was important to have NGOs who are specialized in this sector, and more importantly, local NGOs who really know the issue well on the ground. That's really important. And in terms of having a big donor as well as a partner, I think for an NGO like us, which is an Islamic charity, and it's not easy to be an Islamic charity in the current situation at the moment, I think it's very important for us to have the support of the UN to be able to carry out these actions on the ground, to show that we are also part of the sector, the humanitarian sector, basically. Yes,
we should work together because we need, as NGOs, we need technical solutions, innovative solutions. We know the field, the reality from the beneficiaries, and of course we need funds. So that's a very good reason to work together. Finally, as everybody said, multi-stakeholder approach makes sense, but also makes force, humanitarian force, and it's surely a good answer to the population in danger, to the needy population. Le fait de travailler tous ensemble, donc on le voit très bien lors de ce forum, on est tous acteurs de l'eau, avec peut-être des objectifs, avec évidemment des objectifs différents, mais on est tous complémentaires. Et donc, comme le disait Alain, c'est une occasion de se rencontrer, de mieux se connaître et d'anticiper, de prévoir de futurs partenariats. Donc je pense que on est très content d'être ici. On avait toute notre place et on a personnellement atteint nos objectifs en rencontrant nos partenaires et certainement de futurs partenaires. Donc merci pour l'organisation de ce genre de side event. Je voudrais juste ajouter un point, c'est qu'on a un véritable service de développement terrain avec les ONG avec qui on travaille. Aujourd'hui, on fabrique une tablette de 100 litres et on a un projet qui est déjà en cours de fabriquer une tablette 10 litres. Et cette tablette 10 litres, elle n'est pas venue d'un service développement dans un laboratoire. Elle est venue d'une réflexion terrain qui a été dans les wash clusters en discutant avec nos partenaires ONG, de se dire, bon, une fois qu'on a donné de l'eau dans un espace communautaire avec une tablette de 100 litres, les gens repartent chez eux, ils repartent avec quoi? Et voilà, donc on est en train de générer un nouveau produit à la base de ce travail de développement terrain. Donc merci à notre service de développement terrain, merci à tous.